Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence présentée par l'Association québécoise de la douleur chronique. Je me présente, mon nom est Lynne Major, je suis la coordonnatrice de la QDC. Avant de vous présenter la conférence d'aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir quelques instants sur l'Association québécoise de la douleur chronique. La douleur chronique transcende plusieurs maladies comme la migraine, le zona, l'arthrite et d'autres. Au Québec, on compte 1 500 000 personnes atteintes de douleurs chroniques, ce qui veut dire 24 des femmes, 20 des hommes. La QDC compte 5 000 membres parmi ce 1 500 000 Québécoises qui souffrent de douleurs chroniques. Nous sommes une association de patients pour les patients. Nous voulons obtenir des services et des médicaments. On ne veut surtout pas régresser. Nous ne sommes pas une association d'intervention en première ligne. Notre mission est d'améliorer la condition des personnes atteintes de douleurs chroniques et aussi de réduire leur isolement. Nous sommes proactifs par nos actions. Nous sommes membres de la table sectorielle en douleurs chroniques du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Depuis notre existence en 2005, nous avons offert 18 bourses en formation clinique à des professionnels de la santé pour qu'ils puissent parfaire leurs connaissances en douleurs chroniques. On peut également compter sur nos partenaires financiers, sans qui nos projets ne verraient pas le jour. Et on peut offrir des conférences telles qu'aujourd'hui grâce à leur soutien. On a également des représentants de patients sur chacun des réseaux universitaires intégrés en santé. On en compte 4, dont l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'Université McGill et l'Université de Montréal. On fait également des maillages stratégiques avec des organisations telles que le Centre de recherche de l'Université McGill, l'Université de Montréal, la Société québécoise de la douleur, le Canadian Pain Coalition, le programme ACCOR et le Réseau québécois de recherche de la douleur. Avec eux, on travaille en collaboration afin de faire connaître davantage la douleur chronique au Québec. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui qui nous entretiendra sur la lombalgie. Dr Aline Boulanger a fait sa formation médicale à l'Université Laval à Québec et une spécialisation en anesthésie à l'Université de Montréal. Elle a aussi un fellowship dans le traitement de la douleur chronique au Brigham and Women's Hospital de Boston. Elle détient également une maîtrise en santé publique de l'Université Harvard de Boston. Elle est directrice de la clinique antidouleur du CHUM et de la clinique de la douleur de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Elle est vice-présidente de la table sectorielle, présidente de la table de concertation et responsable médicale du Centre d'expertise pour le traitement de la douleur chronique du RUIS de l'Université de Montréal. Elle est membre fondatrice et vice-présidente de l'Association québécoise de la douleur et elle a été présidente de la Société québécoise de la douleur. Dr Boulanger est professeur agrégé de clinique au département d'anesthésie de l'Université de Montréal. Il me fait donc plaisir de vous présenter Dr Aline Boulanger. Alors, merci, Mme Major, pour la présentation. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler de la lombalgie. Alors, la lombalgie, est-ce que c'est fréquent? Malheureusement, oui. À vrai dire, ça peut toucher de 50 à 90 % de la population à un certain moment de leur vie. Si on prend les gens qui se présentent dans le cabinet de médecin ou à l'urgence, c'est pratiquement la deuxième raison pour laquelle les gens consultent après des problèmes d'infection au niveau de la gorge ou du nez. C'est aussi la première cause d'invalidité chez les gens qui ont plus de 45 ans. Donc, c'est malheureusement fréquent et ça cause beaucoup de frais à notre société. Alors, ce que je vais revoir avec vous aujourd'hui, c'est les grandes causes de la lombalgie. On va voir aussi qu'est-ce que les médecins font pour évaluer adéquatement la lombalgie lorsqu'un patient est atteint. Puis, on va parler aussi brièvement des traitements. Alors, les grandes causes en premier lieu. On va peut-être juste faire une bonne définition en premier de ce qu'est la lombalgie. La lombalgie, ça veut tout simplement dire avoir mal au bas du dos. Alors, c'est uniquement un symptôme comme tel. C'est pas une cause. On va revoir les causes ensemble un petit peu plus tard. On va parler d'une lombalgie aiguë lorsqu'elle dure entre quelques jours à
4 semaines. Dans 90% des cas de mal de dos, la douleur va disparaître dans les 4 premières semaines et même parfois avant ça. Si toutefois elle persiste plus que 4 semaines, on va parler de douleur subaiguë. Alors à ce moment-là, c'est entre 4 semaines et 3 mois. Mais on va parler de douleur chronique lorsque ça dure plus que 3 mois. Mais c'est au total 5 à 8% des gens pour lesquels la douleur va persister plus que 3 mois. Donc, dans 92 à 95% du temps, heureusement, le problème de douleur lombaire va être disparu. On va parler aussi de sciatalgie. Il y a plein de gens qui nous racontent « Ah ben moi, j'ai eu une crise de sciatique ou autre ». Alors, c'est quoi une sciatalgie? Une sciatalgie, c'est lorsque la douleur lombaire s'accompagne d'une douleur qui descend au niveau de la jambe. Alors, le nerf sciatique ou les nerfs qui innervent la jambe sont comprimés, souffrent parce qu'il y a une compression au niveau de la colonne. Et la douleur, à ce moment-là, va partir du dos, passer vers la fesse, aller vers la jambe, peut descendre jusqu'au niveau du pied. Souvent, ça va être d'un seul côté, mais il peut arriver des situations où la douleur va être des deux côtés des deux jambes. Alors, regardons brièvement l'anatomie de la colonne. Alors, la colonne est constituée de vertèbres. Au total, on a 7 vertèbres à la région cervicale, il y a 12 vertèbres à la région thoracique, puis il y a 5 vertèbres lombaires. Quand on parle de lombalgie, c'est justement dans cette région-là que les problèmes surviennent. Alors, les vertèbres ici, dans le tableau, sont illustrées en blanc. Et ce qui est illustré en bleu, c'est les disques. Les disques, c'est des coussinets qu'on retrouve entre les vertèbres qui permettent, entre autres, qu'on ait une certaine capacité de mobilité, de bouger comme tel, soit vers l'avant, vers l'arrière, au niveau de notre colonne. Vous avez une illustration, donc, si on regardait l'avant de la colonne, on la regarde en deuxième temps sur le côté, et vous voyez à ce moment-là la courbure en S, là, qui est caractéristique au niveau d'une colonne, et qui nous montre aussi des petites ouvertures latérales entre chacune des vertèbres qui vont faire en sorte que des nerfs vont partir de la moelle et aller soit vers les bras ou vers les jambes. On va en reparler de ces nerfs-là. On note enfin que la colonne repose sur le sacrum, qui est un des os du bassin. Donc, toute la colonne est vraiment enlignée et s'articule sur le sacrum. Si on regarde maintenant une vision un petit peu plus rapprochée d'une vertèbre, à quoi ça ressemble? Alors, vous avez la région avant, qu'on appelle le corps vertébral, qui est une structure osseuse qui permet justement aux vertèbres de s'aligner les unes sur les autres. À l'arrière, qui se projette plus vers le dos, on a des apophyses osseuses aussi, qui encerclent la moelle. La moelle est donc à l'intérieur d'un canal qui est formé par l'empilement d'une vertèbre sur les autres et va venir protéger la moelle. La moelle est évidemment importante, c'est elle qui transmet l'information électrique qui part du cerveau, qui descend tout le long de la colonne. Entre chacune des vertèbres, un petit nerf va émerger de la moelle et à la région cervicale, ces nerfs-là vont s'unir pour former les nerfs qui s'occupent de la mobilité et de la sensibilité au niveau des bras. Puis à la région lombaire, dans le bas du dos, les mêmes nerfs vont sortir entre les vertèbres, s'unir entre eux pour former tout ce qui est le réseau nerveux qui va s'occuper de la sensibilité et de la mobilité au niveau de nos jambes. Il y a plusieurs grandes causes pour la lombalgie. J'en ai listé ici quelques-unes. Il est possible que si votre médecin vous a parlé que vous avez un problème de mal de dos, il n'est peut-être pas l'élément ou le terme qu'il a utilisé n'est peut-être pas dans la liste que je vous propose. Mais on va revoir ces grandes causes-là, puis ça va vous permettre quand même de mieux comprendre c'est quoi les grandes causes au niveau de la lombalgie. Alors, il peut y avoir des causes ligamentaires, ça peut être au niveau du disque qui est endommagé, il peut y avoir de l'arthrose, ça peut être une hernie discale. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une sténose spinale. Je vais vous expliquer ce qu'il y en est. Spondylolisthésis, ça peut être une atteinte au niveau du sacrum, cet os-là qui est à la base, là, comme tel des vertèbres au niveau du bassin. Et ça peut être des situations où, malheureusement, il y a eu des complications suite à des chirurgies. Alors, si on regarde au niveau du dos, il y a une masse musculaire extrêmement imposante qui est là pour permettre les mouvements, qui donne la force à notre colonne, qui vient la renforcer et la stabiliser. On comprendra donc qu'il y a beaucoup de situations cliniques où le problème de mal de dos provient des muscles
et des ligaments. Alors, habituellement, le malaise va être local. Ça va être situé dans la région où le muscle ou le ligament a eu un dommage. Il y a d'autres situations aussi, évidemment, qui vont donner des problèmes de mal de dos. Alors, peut-être que votre médecin vous a parlé de discopathie dégénérative. Alors, c'est quoi une discopathie dégénérative? C'est le disque qui lui-même, avec le temps, a eu un problème d'usure, il perd de son eau. Un peu comme une éponge qu'on laisse sur un comptoir de cuisine, puis qui tranquillement, pas vite, se déshydrate, mais le disque perd de son volume, perd de sa capacité au niveau élasticité, puis malheureusement, il y a des problèmes qui surviennent. Vous avez ici des illustrations qui nous montrent justement ce problème-là progressivement. Alors, vous avez en haut des disques qui sont bien gonflés, qui sont bien fermes et qui permettent des mouvements normaux de la colonne. Malheureusement, avec l'évolution, on peut voir que le disque perd de son épaisseur et nécessairement perd de son élasticité parce qu'il a perdu de l'eau et les vertèbres vont tranquillement, pas vite, être de plus en plus proches. Celles-ci étant de plus en plus proches, les petits nerfs qui émergeaient entre chacune des vertèbres vont malheureusement avoir beaucoup moins d'espace pour circuler, créant à certains moments donnés même des pressions sur ces nerfs-là, puis éventuellement de l'inflammation et de la douleur. Donc, on comprendra que c'est malheureusement une des grandes causes de douleur comme telle pour nos patients. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que les disques peuvent comme ça se dégénérer? L'âge. Malheureusement, ça survient avec l'âge. Ça peut être génétique aussi. Certaines personnes peuvent avoir, au niveau du disque lui-même, certaines composantes qui font en sorte qu'il va avoir tendance à se déshydrater plus rapidement qu'un autre. Puis ça peut être suite aussi à des accidents où il y a eu un dommage sur le disque, puis tranquillement, pas vite, il va perdre de son volume en eau. Alors, la douleur, habituellement, va être localisée au niveau du dos lorsqu'on a ce problème-là de discopathie dégénérative. L'arthrose. L'arthrose, malheureusement, peut toucher à peu près toutes les articulations. Mais entre nos vertèbres, on a aussi une articulation qu'on appelle l'articulation facétaire. Donc, cette articulation-là, comme toutes les autres articulations avec le temps, peut développer un phénomène d'arthrose. Et un peu comme nos doigts qui vont avoir tendance, les articulations des doigts vont avoir tendance à gonfler lorsqu'on a de l'arthrose, sont plus grosses, bien, le même problème va survenir au niveau des articulations de la colonne. Donc, l'articulation grossissant, mais il vient réduire encore plus les trous qui permettaient aux nerfs de sortir, réduisant la possibilité de mobilité de notre nerf, possiblement venant le comprimer, puis aussi pouvant causer de l'inflammation à ce niveau-là. Donc, la douleur, dans le cas d'arthrose facétaire, va être souvent localisée lombaire, mais il peut y avoir aussi, étant donné que les racines nerveuses peuvent être comprimées, il peut y avoir des douleurs qui vont aller dans les jambes, créant la fameuse sciatalgie. Alors, la hernie discale, on en entend beaucoup parler. Malheureusement, beaucoup de gens en sont affectés. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans la hernie discale? C'est que le disque va être endommagé et va se déformer d'une certaine façon et venir comprimer au niveau de la moelle ou encore une de ces fameuses racines qui sortent de chaque côté de la colonne. La douleur, habituellement, va être lombaire, dans le bas du dos, mais étant donné que les racines qui sortent peuvent être atteintes, il peut y avoir une sciatalgie qui va l'accompagner. Alors, si on illustre un peu à quoi ça ressemble, vous reconnaissez ici 2 vertèbres et vous reconnaissez en bleu un disque. Vous noterez toutefois qu'il y a une petite protubérance au niveau de notre disque, il y a un bombement qui vient vers l'arrière et qui vient comprimer les fameuses racines qui sortent de chaque côté. Ces racines-là qui sont illustrées ici en jaune. Alors, la racine, malheureusement, a été comprimée, il y a de l'inflammation. La façon dont elle exprime l'inflammation, c'est en douleur sur un territoire du sciatique. Vous avez l'illustration, mais au lieu d'être sur le côté, vous l'avez comme si on était au-dessus de la colonne. Donc, on voit la vertèbre, on voit la moelle en jaune avec les racines latérales, mais on note en bleu notre disque qui est déformé parce qu'il y a une certaine hernie, là, il y a une protrusion qui se produit, qui vient comprimer au niveau de la racine, donc on comprendra qu'il y aura de la douleur. Je vous montre aussi
une image radiologique de cette condition-là, où vous noterez en blanc la moelle qui circule autour comme tel dans le canal rachidien. Mais vous noterez aussi qu'on a, à un certain moment donné, une perte de ce circuit-là, qui normalement est un beau canal bien continu, où on note une petite protubérance qui vient carrément comprimer la moelle. Donc, c'est une image radiologique qu'on pourrait voir pour expliquer une hernie discale. Peut-être qu'on vous a parlé, votre problème, c'est une sténose spinale. Alors, qu'est-ce que c'est une sténose spinale? C'est lorsque le canal où circule la moelle ou encore lorsque les régions où sortent les nerfs sont rapetissées. Donc, ce canal-là peut être rapetissé par différentes raisons. Il peut y avoir une hernie qui vient empiéter dans le canal, ou encore, ça peut être notre fameuse arthrose facétaire qui a grossi et qui fait en sorte que le canal est passablement rapetissé. Qu'est-ce qui va causer cette situation-là? Ça peut être congénital. Il y a des gens qui naissent avec le canal où circule notre moelle de façon naturellement petite. Il peut être étroit et donc, nécessairement, la moelle n'a pas beaucoup de place. Et donc, le moindrement où il y a de l'arthrose ou une hernie discale, malheureusement, l'espace pour notre moelle est grandement réduit. Ça peut être relié avec l'âge, avec l'augmentation de l'arthrose, les hernies comme telles. Habituellement, en sténose spinale, la douleur va être lombaire, mais étant donné que les racines et les nerfs peuvent être entre guillemets, coincés, si vous voulez, l'espace est réduit, il peut y avoir des douleurs sciatagiques qui surviennent. De façon caractéristique aussi, on va parler de claudication neurogène. C'est une particularité où ce type de tableau clinique-là va donner des symptômes bien particuliers. Alors, l'exemple, c'est que la personne va marcher. Tranquillement, pas vite, à force de marcher, la douleur va apparaître dans ses jambes. Elle se repose un peu, la douleur diminue, elle est capable d'en refaire un petit bout encore. Donc, comme tel, c'est un tableau particulier qui s'associe souvent aux sténoses spinales. Alors, à quoi ça ressemble la sténose spinale? Alors, vous avez illustré ici notre fameuse vertèbre avec le canal central ici qui est triangulaire où normalement la moelle aurait circulé. Vous noterez sur ce tableau-ci que c'est très petit pour laisser circuler la moelle. Pourquoi c'est rapetissé? C'est que le disque est endommagé et empiète dans le canal. Et en plus, nos articulations qu'on voit en haut et en bas, là, qui sont un peu rosées, ces articulations-là ont gagné du volume à cause de l'arthrose et viennent aussi prendre de l'espace sur ce qui était disponible pour la moelle. Vous pouvez noter aussi une illustration de haut en bas où on note que les vertèbres sont atteintes. On a une diminution du volume du disque et sur le côté, vous noterez que l'espace pour permettre au nerf de sortir, celui qui est illustré en haut, est beaucoup plus étroit que celui du bas, faisant en sorte que le nerf qui émerge de cet espace intervertébral va être nécessairement plus sujet à être comprimé puis à développer de l'inflammation. Un spondylolisthésis, qu'est-ce que c'est un spondylolisthésis? C'est un déplacement d'une vertèbre par rapport à l'autre. Alors, la douleur habituellement va être lombaire, mais du fait qu'il y a des nerfs aussi émergents qui peuvent être comprimés, on comprendra qu'il pourra y avoir, à certaines situations, des douleurs qui descendent au niveau des jambes. À quoi ça ressemble? Alors, c'est un peu une illustration ici sur un modèle d'un spondylolisthésis. Alors, on a les vertèbres qui sont bien alignées les unes sur les autres et vous noterez que la partie antérieure est relativement bien homogène d'une vertèbre à l'autre, mais subitement, on note une marche comme si on produisait une marche, une vertèbre qui est beaucoup plus reculée par rapport à une autre. C'est un spondylolisthésis. Donc, il y a eu un dommage à l'arrière, habituellement de la colonne, soit d'anciennes fractures ou encore des ligaments qui, malheureusement, ont perdu de leur force ou ont déchiré à un certain moment donné, faisant en sorte de permettre à une vertèbre qu'elle ait pu glisser par rapport à une autre. On comprendra de ce fait-là que les espaces pour les racines nerveuses vont être beaucoup plus petites, pouvant causer l'inflammation de la compression. Les atteintes sacro-iliaques. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, la colonne repose sur le sacrum, qui est un des os du bassin.
Le sacrum est formé de plusieurs os. Puis il y a une articulation au niveau du bassin. Même si ce n'est pas une articulation qu'on voit bouger comme les mains, les coudes, les épaules, il y a quand même une petite capacité de mouvement à ce niveau-là. Puis malheureusement, il peut y avoir aussi de l'inflammation qui se loge comme telle au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Typiquement, la douleur va être plus basse toutefois. Elle va être plus au niveau de la fesse qu'au niveau du dos. Alors, je vous montre ici le bassin sous différents angles. Alors, l'articulation qu'on retrouve entre notre sacrum qui est ici et les autres os du bassin vont être cette ligne discrète. Alors, ça, c'est l'articulation. Puis, l'inflammation peut se localiser à ce niveau-là, causant de la douleur chez nos patients. Un certain pourcentage de nos patients, dépendamment des atteintes, vont devoir subir des chirurgies au niveau de la colonne. Puis, comme vous le savez, en médecine, on ne peut pas toujours garantir les résultats de ce que l'on fait comme pratique. Il y a un pourcentage de patients pour qui, malheureusement, la chirurgie n'aura pas été un succès. D'ailleurs, dans les patients qui ont eu des chirurgies, il y en a 15 % qui vont devoir subir une deuxième opération. Alors, pourquoi les gens nécessitent parfois d'être réopérés, c'est qu'il peut y avoir des chirurgies où on a dû mettre des greffes osseuses. Et dans ces greffes osseuses-là, parfois la fusion ou la consolidation de l'os comme tel ne se fait pas normalement. Et il se forme ce qu'on appelle entre autres une pseudo-arthrose, c'est-à-dire où l'os aurait dû être bien solide, bien, il y a un mouvement qui est possible. On peut aussi avoir des situations où l'endroit qu'on a opéré a très bien guéri, puis ça va bien, mais malheureusement, les espaces au-dessus et les espaces en dessous, eux, avaient déjà des petits problèmes, puis ces problèmes-là peuvent continuer à progresser. Donc, malheureusement, il y a des situations où une chirurgie qui, dans bien des cas, fonctionne bien, mais il y a certains patients pour qui la situation ne va pas évoluer comme on le voudrait. Est-ce que des deuxièmes puis des troisièmes interventions vont habituellement apporter un bon soulagement? C'est sûr que plus souvent on opère, moins les chances sont grandes qu'un miracle se produise. Donc, au total, on va considérer que c'est uniquement la moitié des patients qui vont avoir une deuxième opération qui vont voir des résultats intéressants. Donc, il faut être prudent dans la situation de la chirurgie. D'ailleurs, nos chirurgiens de la colonne sont très, très, très sélectifs à savoir qui peut bénéficier d'une intervention. Et si le chirurgien vous dit que vous n'êtes pas un bon candidat ou que c'est préférable de ne pas opérer, c'est probablement qu'il est préférable de ne pas opérer. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va développer des problèmes de maux de dos? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des facteurs qui nous mettent à risque? Bien, le principal facteur, c'est l'âge. C'est sûr qu'avec le temps, l'exercice, le mouvement, bien, notre colonne, comme toute autre articulation, comme toute autre structure, peut voir une détérioration. Donc, l'âge est le principal facteur de risque pour la lombalgie. Il y a d'autres facteurs de risque aussi. Le travail manuel. Les gens qui régulièrement, tous les jours, ont à lever des objets lourds, à faire des mouvements répétitifs, entre autres des mouvements qui vont amener des rotations au niveau de la colonne, ou des gens qui sont exposés à des vibrations importantes, il est clair que, d'une certaine façon, ça peut atteindre leur colonne, ça peut atteindre les disques. L'obésité, malheureusement, aussi, peut avoir un rôle important. L'obésité, souvent, va amener un abdomen plus gros, va faire en sorte que la colonne va avoir une courbure plus grande à cause du poids de l'abdomen comme tel. Puis ces changements de courbure-là vont faire en sorte que les pressions ne vont pas s'exercer aux mêmes endroits et donc la colonne n'était peut-être pas prête à subir ces pressions-là différentes. Puis il y a peut-être des usures qui vont se produire à des endroits qu'on ne prévoyait pas. Donc, comme tel, malheureusement, l'obésité peut rentrer en ligne de compte. La grossesse va avoir à peu près le même effet. Le poids de l'abdomen avec le bébé va faire en sorte que la courbure au niveau de la région lombaire va s'accentuer, mettant plus de pression sur les ligaments, sur les muscles, sur les articulations, puis pouvant entraîner chez nos mamans des problèmes de douleur au niveau lombaire. La posture, c'est sûr qu'on dit à nos grands adolescents de se tenir droit puis de s'asseoir droit. Malheureusement, les questions de posture peuvent aussi mettre des tensions importantes sur la colonne puis entraîner des problèmes de douleur. Mais il y a des gens qui ne sont pas responsables de leurs problèmes de posture toutefois. Il y a des gens qui vont avoir une scoliose, qui est une malformation qui se développe et pour laquelle ils ne sont pas du tout aucunement responsables, mais qui va faire en sorte que les points de pression qui vont s'exercer sur la colonne ne sont pas ceux qui auraient été normalement
prévus par la nature et qui vont présenter à ce moment-là des douleurs importantes. Une kyphose aussi, là, c'est pas une déviation en S à ce moment-là, c'est plus un dos qui va être plus voûté, qui peut aussi provoquer des phénomènes douloureux. Un problème aussi banal qu'une jambe plus courte que l'autre peut amener avec les années des problèmes. Puis parfois, c'est tellement minime que la personne elle-même ne le sait pas qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. Mais avec les années, les jambes étant reliées au bassin, le bassin prend une petite courbure pour compenser le fait qu'il y a une jambe plus courte que l'autre. Puis on se souvient que notre colonne repose sur le bassin et sur le sacrum. Donc, nécessairement, elle aussi, à un certain moment donné, va compenser. Donc, ce sont des petits détails parfois qui, avec le temps, surviennent et qui vont faire en sorte que la douleur lombaire va apparaître. Un conditionnement physique moins bon aussi, une moins bonne musculature qui stabilise la colonne, fait en sorte que notre problème de lombalgie peut survenir plus fréquemment. Deuxième partie, l'évaluation. Alors, si vous présentez un problème de douleur lombaire puis que vous rencontrez votre médecin va vous poser un lot de questions pour essayer de mieux comprendre le problème, puis d'avoir une idée au niveau du diagnostic. Comme vous l'avez vu tantôt, il y a beaucoup de causes possibles pour expliquer la douleur et dépendamment des éléments que vous allez pouvoir lui fournir, il va déjà avoir une certaine idée à savoir est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est au niveau des vertèbres, est-ce que c'est au niveau des disques ou autre. Donc, il va avoir déjà une idée de ce qui va s'être produit. Donc, il est toujours bon, si vous consultez votre médecin, de refaire un peu le tour des événements pour que vous soyez capable de lui transmettre qu'est-ce qui a vraiment engendré le problème de douleur lombaire. Donc, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander quand est-ce que c'est apparu. Il va vous demander où c'est situé. Est-ce que c'est uniquement dans le bas du dos? Est-ce qu'il y a aussi un tableau de sciatalgie, c'est-à-dire est-ce que la douleur descend dans les jambes? Il va vous demander à quoi ça ressemble. C'est pas toujours facile d'être capable de la décrire. Mais est-ce que c'est un étirement? Est-ce que c'est des chocs électriques? Est-ce que c'est des brûlures? Donc, comme tel, c'est des éléments qui vont lui permettre de savoir est-ce que c'est plus musculaire ou si un nerf est atteint dans tout ça. Il va vous demander qu'est-ce qui l'augmente. Alors, est-ce que c'est la marche ou encore c'est quand vous êtes couché longtemps que la douleur va être augmentée? Encore là, ça va lui donner des pistes à savoir quelle est l'origine du problème. Il va vous demander s'il y a des choses que vous avez faites pour essayer d'améliorer votre condition. Est-ce que c'est soulagé par du Tylenol ou est-ce que c'est soulagé par l'application locale de chaleur ou est-ce que c'est l'exercice qui vous soulage? Alors, c'est tous des éléments qu'il va aller chercher pour mieux identifier. Il va vous demander l'intensité de la douleur. Souvent, on va la juger sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est aucune douleur, 10, c'est la pire que vous pouvez imaginer, mais ça nous permet un peu de situer l'importance du tableau douloureux. Il va essayer de voir aussi si des nerfs sont atteints. Une des façons de le faire, c'est d'évaluer s'il y a des engourdissements que vous ressentez au niveau des jambes ou encore des faiblesses dans les jambes. Donc, ça peut nous donner des indices à savoir si les nerfs sont comprimés dans tout ça. Il va aussi vouloir savoir quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne. Est-ce que ça vous empêche de dormir? Est-ce que ça vous empêche de travailler? Pour essayer de juger justement l'importance et les répercussions que le problème peut avoir chez vous. Votre médecin, lorsque vous allez le rencontrer, va faire un examen physique qui, ça aussi, va contribuer à établir son diagnostic. Il va possiblement vous prescrire des tests. Puis, bien souvent, travaillant en clinique de douleur, les gens vont nous arriver et vont dire « il ne m'a même pas prescrit d'examen ». Mais peut-être que le médecin a raison aussi parfois de ne pas en prescrire. Il y a des situations où il n'est pas nécessaire de faire des investigations puis des tests. Donc, comme tel, on va y revenir tout à l'heure sur quels sont les tests, quelles sont leurs utilités, puis pourquoi parfois un médecin en prescrit, puis pourquoi il n'en prescrira pas. Donc, s'il y a lieu, dans le cadre de votre visite, le médecin déterminera s'il y a besoin de faire des radiographies ou différents autres tests. Puis éventuellement, il vous prescrira un traitement. Alors, qu'est-ce que c'est justement les différentes investigations ou tests qu'on peut faire? Il y en a plusieurs qui peuvent être proposés lorsque quelqu'un a un problème de mal de dos. Donc, on peut vérifier au niveau de la colonne avec des rayons X. On peut faire des prises de sang
pour évaluer. Il peut y avoir des examens qui se font en médecine nucléaire qu'on appelle une scintigraphie osseuse. Il y a des tests comme tels aussi qui permettent d'évaluer la conduction du nerf, ce qu'on appelle un électromyogramme ou un EMG. Et il y a 2 tests très spécialisés qu'on peut faire aussi en radiologie, qu'on appelle la tomographie ou le scan, le CT scan, ou encore la résonance magnétique. Donc, on va revoir un peu brièvement l'utilité de tous ces points-là. La radiologie, les rayons X. Alors, le rayon X, c'est l'examen de base, si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça nous permet de déterminer puis de voir comme problème? Bien, ça nous permet de voir des os. Alors, on ne verra pas les muscles, on ne verra pas vraiment les disques, mais c'est vraiment l'os que le médecin va évaluer s'il vous propose un rayon X. Donc, ce qu'il va être capable de déterminer, c'est est-ce qu'il y a une fracture, est-ce qu'il y a une infection, ou encore, malheureusement, si c'est une personne qui a déjà fait un cancer, bien, voir s'il n'y aurait pas, au niveau des vertèbres, l'apparition de métastases, là, signant la possibilité que le cancer soit apparu au niveau des os. Donc, dépendamment de la situation que la personne a vécue, s'il décrit une chute importante, puis qu'on a une douleur localisée extrêmement vive sur une des vertèbres, il peut peut-être y avoir une fracture. Donc, c'est peut-être l'examen que le médecin va vous proposer. Le bilan sanguin. Le bilan sanguin va nous permettre de vérifier s'il y a un tableau inflammatoire ou encore une infection en cours. Donc, si vous faites de la fièvre puis vous avez terriblement mal dans le dos, c'est peut-être un des tests qu'il va vous demander. Il va peut-être vous demander une prise de sang pour lui donner des indices et des signes pour voir s'il n'y aurait pas une infection dans une de vos vertèbres. La scintigraphie osseuse, celle qui est faite en médecine nucléaire, elle va permettre, avec différents colorants, d'identifier des zones qui ont une activité importante. Alors, qu'est-ce que c'est une zone avec une activité importante? C'est des zones avec de l'inflammation ou encore une zone avec une infection. Donc, avec l'examen de médecine nucléaire, si on suspecte une tumeur, si on suspecte une infection, ou encore même une fracture, parce que ça aussi, il va y avoir un processus où l'os est en train d'essayer de se ressouder, donc il va y avoir une activité importante qui se fait au niveau de l'os. Donc, si on a un de ces problèmes-là qui survient, on aura peut-être des résultats positifs avec la scintigraphie osseuse, donnant le diagnostic au médecin. L'EMG, comme je mentionnais, c'est ce qui nous permet de déterminer si le nerf conduit de façon anormale. Dans les causes que je vous ai présentées plus tôt, il y a plusieurs situations où le nerf pouvait être comprimé puis il y avait de l'inflammation. Dans ces situations-là, la conduction au niveau du nerf ne se fera pas de façon normale. Donc, on a développé un test qui permet d'évaluer la conduction électrique, ni plus ni moins, du nerf. Donc, avec des petites aiguilles que le neurologue ou le physiatre va positionner sur le bras ou la jambe lorsqu'on veut évaluer la conduction d'un nerf, ils vont mettre un tout petit champ électrique et voir la conduction et voir où, au niveau du nerf, il y a un blocage qui se produit. Donc, ça permet d'avoir une idée à savoir si oui ou non le nerf est endommagé et s'il y a une compression à ce niveau-là. Donc, on va faire ces tests-là si notre patient présente déjà des engourdissements ou des faiblesses. S'il n'y en a pas, on n'aura pas lieu de faire subir à nos patients ce type d'intervention-là. Un scan, ça se fait en radiologie. C'est une superposition de plusieurs images radiologiques qui sont recomposées et qui permettent de donner une image plus tridimensionnelle, si vous voulez, comme telle à la colonne, et nous permet de mieux voir, oui, les os, mais aussi les disques et aussi les racines nerveuses. Donc, ça donne une image beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée qu'un simple rayon X. Ça permet de voir au-delà juste de l'os, les disques, les racines et aussi le disque comme tel. La résonance magnétique, c'est aussi en radiologie, mais là, on est encore beaucoup plus précis. C'est plus au niveau d'un aimant électromagnétique, donc le principe est un peu différent, mais la visualisation est encore meilleure et on peut voir des pathologies intradiscales à ce moment-là de façon beaucoup plus précise. Je pourrais vous surprendre en disant que parfois, on a des gens extrêmement souffrants. On aura beau les soumettre à tous les tests possibles et imaginables, puis il n'y a absolument aucune anomalie qui survient. Puis c'est possible.
Puis c'est pas parce que la personne a un mal imaginaire ou autre. C'est que les muscles, les ligaments, d'autres structures ne seront pas vus par aucun de ces tests-là. Et la douleur, malheureusement, va être là, puis elle va être tout à fait réelle, puis elle va être tout à fait vraie. Donc, parfois, les gens vont tenir à avoir plein d'examens, puis même si les examens sont négatifs, ils sont désappointés, puis ils veulent en passer d'autres parce qu'ils sont convaincus qu'il y a un problème. Oui, il y en a un problème. Il est clair qu'il y a un problème, mais malheureusement, c'est une situation clinique qui ne peut pas être visualisée par les tests que l'on a actuellement disponibles. Donc, comme tel, parfois, certains médecins, lorsqu'on suspecte, entre autres, un problème ligamentaire, musculaire, on ne fera pas passer d'examen parce qu'il n'y a pas d'examen qui va vraiment nous donner l'endroit exact où est le problème, ou quel muscle, ou quel ligament. Puis de toute façon, le plan de traitement aurait été le même. Donc, certaines situations cliniques vont faire en sorte que l'investigation, même la plus poussée, n'aura pas de grande utilité. À l'inverse, on peut aussi avoir d'autres surprises. Si on passait des examens à une large partie de la population, il y a des gens qui n'ont pas du tout mal de dos, pour qui on pourrait, de façon surprenante, trouver des anomalies au niveau de la colonne importantes. Pourtant, ils n'ont pas de mal de dos. Alors, je vais vous donner les résultats d'une étude qui avait été faite avec la résonance magnétique. On a étudié, entre autres, des gens qui n'ont aucun problème de mal de dos. Dans la population en bas de 60 ans, une personne sur 5 avait une hernie discale. Pourtant, elle lui causait aucune douleur, ne lui avait jamais causé de douleur et peut-être ne lui en causera jamais le restant de ses jours. Dans la population de plus de 60 ans, 36 %, pratiquement 2 personnes sur 5 ont une hernie discale. Il n'y a pas de douleur malgré tout. Donc, on peut avoir des situations où si on prend la sténose spinale, 1 sur 5 va avoir une sténose spinale lorsqu'on a plus de 60 ans. Aucune douleur. Un disque dégénéré que vous avez vu dans nos causes tout à l'heure, encore là, chez les gens de plus de 40 ans, il y en a 2 sur 5, 35 % qui vont avoir des disques dégénérés et ils n'auront aucune douleur. Donc, l'investigation peut parfois aussi nous nuire. Imaginez que je me blesse, puis que le problème qui survient, c'est une douleur musculaire. Mais je veux tellement avoir ma résonance magnétique, on l'a fait. On me trouve une hernie. Moi, le lien dans ma tête va se faire rapidement. C'est la hernie discale qui est mon problème. En réalité, c'est peut-être le muscle qui est le problème. Si j'insiste à un point que finalement, je me fais opérer pour cette fameuse hernie discale-là, est-ce qu'au total, je vais m'améliorer? Probablement pas, parce que la hernie n'était peut-être pas mon problème et c'était peut-être juste musculaire. Donc, l'investigation, parfois, peut même nuire. Elle peut être utile dans une grande partie du temps. Parfois, il y a des conditions cliniques pour lesquelles elle ne nous apportera pas de diagnostic précis. Exemple, quand c'est musculaire ou ligamentaire. Mais il y a d'autres situations où elle pourrait nuire en nous laissant faussement croire que le problème est une hernie discale ou autre. Donc, si le médecin croit qu'il n'est pas pertinent pour le moment de faire des tests pour vous, c'est peut-être qu'il est mieux de ne pas en faire pour vous pour le moment. Donc, on peut avoir, oui, des hernies discales, des sténoses spinales sans aucun problème. Comment le problème clinique évolue dans le temps? Alors, au niveau de problèmes musculaires ou ligamentaires, on a habituellement une bonne récupération. Et de 60 à 70 % des gens vont avoir récupéré en dedans de 6 semaines, puis la douleur lombaire va être disparue. Dans les 12 premières semaines, habituellement, pratiquement 90 % vont s'être améliorés. Quand ça dure plus que 12 semaines, c'est sûr que là, c'est plus incertain dans combien de temps que ça va disparaître. Mais dans la majeure partie du temps, il faut s'encourager en se disant que la plupart du temps, ça va disparaître rapidement, surtout si c'est musculaire ou ligamentaire. Lorsqu'il s'agit d'hernie discale, l'amélioration peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, à peu près 2 tiers des patients, 66 %, vont avoir une amélioration partielle ou complète en dedans de 6 mois. Et combien vont nécessiter éventuellement une chirurgie pour leur fameuse hernie discale? Pas plus que 10 %. Donc, comme tel, en général, ça s'améliore assez bien.
Ce qui est peut-être un petit peu moins favorable comme évolution, c'est la sténose spinale. La sténose, vous vous souvenez, c'est le rétrécissement du canal. Souvent, il y a de l'os qui est parti de ça. Donc l'os, il ne va pas nécessairement réussir à réduire son volume. S'il y a de l'arthrose installée, il est possible qu'elle soit là pour rester. Donc, l'évolution, habituellement, est un petit peu plus lente. Il y a 15 % des gens qui ont une sténose spinale qui peuvent habituellement s'améliorer tout seuls. 70 % vont s'améliorer, mais il y a 15 % des gens qui, avec le temps, risquent de se détériorer. Donc, c'est une condition beaucoup plus difficile, la sténose spinale. Les traitements. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau du traitement, mais une des premières choses que le médecin va faire lorsque vous présentez un problème de douleur lombaire, c'est vous rassurer. Comme je le mentionnais en tout début de présentation, la grande majeure partie des problèmes de maux de dos vont disparaître en dedans d'un mois. Donc, il est clair qu'avant de s'inquiéter, puis de voir au pire, puis de se voir déjà avec une opération, il faut peut-être y aller doucement, puis de se dire qu'on a des fortes chances que, de façon normale, les problèmes douloureux vont disparaître. Il y a plusieurs années, on encourageait le patient à rester au lit, puis rester couché. On s'est rendu compte que malheureusement, ces approches-là plus passives ne sont pas du tout utiles. Au contraire, il est préférable que la personne demeure active. Si on veut garder une bonne masse musculaire, si on veut garder une souplesse au niveau de notre colonne, puis ça, si malheureusement on prend le lit pour 1 ou 2 semaines, l'ankylose va apparaître. Puis le problème de mal de dos peut être pire qu'avant. Donc, il faut demeurer actif. À présent, ce qu'on va dire aux gens, c'est de le faire selon leur capacité. Il est clair que quelqu'un qui a une douleur qui est très incapacitante, on ne lui demandera pas de courir le marathon puis de faire plein de jogging ou autre. C'est peut-être plus des activités plus sédentaires, des activités plus en souplesse, plus d'étirement il va avoir à faire, mais il sera important que la personne demeure active. Il y aura possiblement des exercices même qui vont lui être proposés de renforcissement puis d'étirement au niveau musculaire qui seront à faire et qui vont l'aider globalement. Donc, au niveau des approches, il est possible aussi que votre médecin vous recommande d'aller en thérapie physique, c'est-à-dire ça peut être soit de la physiothérapie, ça peut être de l'ostéopathie, ça peut être différentes interventions qui vont être faites par ces gens-là pour essayer d'améliorer la condition. Donc, qu'est-ce qui peut être proposé par les intervenants du côté physique? Ça peut être des applications de froid et de chaud, des bains de contraste, des bains de chaleur, des bains plus froids, pour réussir à améliorer comme tel au niveau de notre dos. En termes de physiothérapie, de façon plus spécifique, il peut y avoir des étirements musculaires qui vont être faits. Il y aura de la mobilisation, il y a des manipulations. Il peut y avoir des exercices de musculature, de l'entraînement, de la remise en forme qui va être fait. Donc, il y a différentes approches que nos collègues en physiothérapie vont faire. Mais une des choses qui est importante, c'est qu'il ne faut pas que ça soit passif. Ce n'est pas juste une question de massage. Oui, les massages vont aider, mais il demeure qu'il faut que la personne ait une activité comme telle pour permettre à la musculature de garder sa souplesse et de garder sa force. Au niveau des approches physiques, il peut y avoir aussi d'autres éléments qui vont être proposés. Exemple, ce qu'on appelle un neurostimulateur transcutané. C'est un petit appareil qui génère un courant électrique très léger où on met des électrodes sur la peau. Ces petits champs électriques-là vont faire en sorte qu'on court-circuite d'une certaine façon la transmission de la douleur par différents mécanismes. Donc, ces approches-là peuvent être utiles dans certains tableaux de lombosciatalgie. L'acupuncture peut être aidante. Certaines personnes ont une amélioration significative avec l'acupuncture. Au niveau de l'ergothérapie, ils vont nous donner des idées, des trucs pour mieux conserver l'énergie, c'est-à-dire de comment réussir à bouger une boîte, la déplacer pour protéger notre colonne, mais en étant capable de réaliser malgré tout nos activités. Parfois, il y a certaines appels, aides techniques qui peuvent être proposées. Exemple, si un nerf a été à ce point endommagé que notre pied ne relève plus, ce qu'on appelle un pied tombant, il y a des attelles qu'eux peuvent faire pour faire en sorte que votre pied ne va pas basculer et vous permettre une démarche beaucoup plus normale. Il y a différentes techniques aussi de désensibilisation qu'ils peuvent faire. Alors, si un nerf est vraiment très, très, très irrité et que la douleur est à fleur de peau, eux, par différentes techniques, peuvent réussir à désensibiliser et à diminuer l'intensité de cette douleur-là par différentes approches qu'ils ont.
Malheureusement, si la douleur a tendance à persister, elle peut avoir un impact au niveau psychologique. À vrai dire, on le sait, en douleur chronique en général, de 30 à 50 des patients peuvent éventuellement développer une dépression. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts dans une situation de lombalgie, mais si malheureusement la lombalgie devient chronique, on peut estimer que l'épisode dépressif, malheureusement, peut survenir. Pourquoi nos gens deviennent déprimés? C'est que ça fait tellement de changements dans leur qualité de vie, dans leur existence en général, que veut pas, ils vont finir par être déprimés. C'est sur le travail qu'ils vont s'inquiéter parce qu'ils sont plus capables d'avoir le même rendement. C'est au niveau des activités physiques et sportives. Ils sont plus capables de faire leur jogging ou leur vélo comme ils le faisaient avant. Ils sont plus capables d'être aussi présents au niveau de la famille comme tel. Donc, du fait que la douleur envahit différentes sphères et fait en sorte que toute leur vie est un peu changée, malheureusement, le côté émotif peut survenir et la dépression peut s'en suivre. Nos collègues psychologues peuvent être d'une grande utilité lorsque ces épisodes-là surviennent. Puis il ne faut pas en être gêné, puis il faut aller justement chercher de l'aide parce que on peut essayer de traiter le problème physique, mais le volet psychologique aussi peut nuire. Donc, il faut traiter les deux volets. Donc, nos collègues psychologues auront un rôle important pour nous aider dans la gestion du stress et aussi dans la gestion de la dépression. Il y a différentes approches qui sont possibles. Ça peut être des approches de relaxation, de la psychothérapie comme telle, ça peut être des approches par hypnose, ça peut être des thérapies qu'on appelle cognitivo-behaviorales. Donc, il y a plusieurs formes d'approches psychologiques qui peuvent aider à la personne à mieux gérer les stress qu'ils vivent et les épisodes dépressifs qui en surviennent. Au niveau traitement, en termes médicaments, on a beaucoup d'options aussi qui nous sont offertes. Ça peut être des médicaments non narcotiques comme tels, exemple l'acétaminophène, qu'on appelle communément le Tylenol. Ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être des relaxants musculaires. On a aussi des situations où parfois, durant une certaine période, on va offrir aux patients des narcotiques parce que la douleur est suffisamment importante pour nécessiter des médicaments plus puissants. Donc, à ce moment-là, de la morphine, de la codéine ou d'autres produits du type hydromorphone, qu'on appelle aussi le Dilaudid. Parfois, ces produits-là vont être prescrits pour contrôler les crises plus importantes de douleur. On a aussi certains produits qu'on appelle des coanalgésiques. Qu'est-ce que c'est un coanalgésique? C'est un médicament qui a été développé mais pour une autre situation clinique. Exemple, des médicaments qui ont été développés pour l'épilepsie, mais curieusement, ils aident pour la douleur. Il y a certains produits qui sont utilisés pour la dépression, mais qu'on utilise aussi pour le traitement de la douleur. Donc, dans le domaine médical, on a beaucoup de ces médicaments-là qui ont été développés pour une certaine maladie ou autre et qui, curieusement, aident pour d'autres. Alors, si on vous prescrit un antiépileptique, c'est pas parce que vous êtes épileptique, c'est probablement pour votre douleur. Si on vous prescrit un antidépresseur, c'est pas parce que le médecin croit que c'est nécessairement psychologique le problème. C'est possiblement pour la douleur. Parce que le médicament pour la dépression, oui, peut aider comme tel à la dépression, mais les neurotransmetteurs sur lesquels il agit au niveau du cerveau sont aussi impliqués pour votre douleur et donc vont avoir un effet pour vous permettre un soulagement. Donc, si on vous propose un antiépileptique ou un anticonvulsivant ou un antidépresseur, bien oui, ça peut être tout à fait pour traiter votre douleur. Alors, en situation aiguë, on a des médicaments qui fonctionnent un peu mieux que d'autres. Donc, l'acétaminophène, les anti-inflammatoires, les relaxants musculaires. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans certaines circonstances, on pourra aller jusqu'à des narcotiques pour essayer vraiment de diminuer et de mieux contrôler l'intensité de la douleur. Dans une situation qui est plus chronique, à ce moment-là, on va mettre à contribution tous les médicaments qu'on a. Donc, l'acétaminophène va en faire encore partie, de même que les anti-inflammatoires. Les relaxants musculaires seront aussi de la partie s'il y a une tension musculaire importante. Les narcotiques peuvent être, dans certaines circonstances, être utilisés, mais on y rajoutera nos fameux antidépresseurs et anticonvulsivants parce qu'ils agissent de façon différente sur la douleur et peuvent contribuer au soulagement global de notre patient. On a aussi des traitements plus invasifs, c'est-à-dire
où il va y avoir des aiguilles ou des chirurgies ou des bistouris qui vont à ce moment-là être proposés. Donc, on a plusieurs types d'infiltration qui sont possibles. Dans les infiltrations, ça peut être ce qu'on appelle une épidurale. Alors, qu'est-ce que c'est une épidurale? C'est lorsque on introduit une aiguille près de la colonne, près du canal où circulent les nerfs, et on va aller déposer habituellement des médicaments qui gèlent, de même que de la cortisone pour diminuer l'inflammation autour de ces nerfs-là qui sont comprimés par les problèmes au niveau de la colonne. Il peut y avoir ce qu'on appelle des blocs facétaires. Ça vous rappelle sûrement l'articulation facétaire, donc il va sans dire que c'est une aiguille où on va, sous la guidance radiologique avec des rayons X, on va aller placer notre aiguille directement dans l'articulation, puis aller mettre la cortisone dans l'articulation pour essayer de diminuer les problèmes de dos qui sont reliés à de l'arthrose facétaire. Il y a des infiltrations de nos fameuses articulations sacro-iliaques qu'on peut faire comme ça. Il y a certains muscles qui peuvent aussi être infiltrés, dont un muscle qu'on appelle le piriforme, qui a la mauvaise habitude d'être situé directement au-dessus du sciatique, et lorsqu'il est spasmé, vient comprimer le sciatique. Donc, une infiltration à ce niveau-là va diminuer les phénomènes douloureux. Il y a des techniques beaucoup plus avancées qu'on a aussi maintenant qui sont offertes par nos collègues physiatres ou radiologistes, qui sont des techniques de décompression. C'est qu'un peu à travers les aiguilles, de produire l'équivalent d'une discoïdectomie. C'est comme si on réussissait à réduire le volume du disque. Donc, il y a différentes interventions qu'on appelle des coblations ou encore IDET, qui sont des interventions qui vont permettre justement, lorsque le disque est endommagé, de pouvoir l'améliorer. Alors, comme autre option aussi, nos fameux neurostimulateurs qu'on met au niveau de la peau, mais on peut les mettre en dessous de la peau avec les électrodes qui vont vers la colonne et l'individu peut l'avoir en permanence comme tel. On a même des petites pompes qui permettent aussi que le médicament aille se livrer directement au niveau de la colonne. Donc, on a beaucoup d'options thérapeutiques à offrir à nos patients. Ça ne s'applique évidemment pas à toutes les circonstances et dans certains diagnostics précis, mais il demeure que c'est des avenues thérapeutiques possibles. La chirurgie, lorsqu'on est obligé de la faire, bien, il y a différentes choses qui peuvent être offertes aux patients. Si le disque, malheureusement, crée vraiment beaucoup trop de pression et qu'il y a des dommages qui peuvent s'installer au niveau de la moelle, bien, on va procéder à une discoïdectomie où on va retirer une partie du disque. Parfois, pour permettre un peu plus d'espace aux nerfs de circuler, on va aller couper des petits bouts d'os pour justement dégager les espaces pour les racines nerveuses. On appelle ça une laminectomie. Dans des situations où plusieurs vertèbres sont déplacées, on peut avoir à faire une fusion où on va mettre soit des plaques, des vis ou encore de l'os, des greffes d'os pour permettre de stabiliser comme telle la vertèbre. Et de nouveau, dans les nouveautés, on voit aussi certaines nouvelles procédures, comme la mise en place de certaines prothèses qui remplacent le disque. Donc, c'est toutes des choses qui sont en développement. Les cliniques de douleur. Alors, qu'est-ce que c'est une clinique de douleur? Une clinique de douleur, c'est un groupe d'intervenants. Ça peut être des infirmières, ça peut être des médecins, des psychologues, des gens en réadaptation qui travaillent ensemble pour évaluer une personne qui a un problème de mal de dos. Règle générale, ce n'est pas dans des situations de douleur aiguë qu'un individu va être référé en clinique de douleur. C'est plus souvent dans des situations où la douleur s'est malheureusement chronicisée. Et à ce moment-là, avec une approche en partenariat avec le patient, on essaie d'établir un plan de traitement pour lui permettre de s'améliorer comme tel. Donc, l'individu va faire partie de l'équipe, puis on va essayer de voir avec lui quelles sont les options qu'on peut faire pour améliorer sa qualité de vie, sa capacité, puis si possible, capacité d'un retour au travail. En règle générale, les cliniques peuvent offrir un contrôle des symptômes, c'est-à-dire, oui, essayer d'aménuiser la douleur par différents médicaments, par différentes infiltrations, mais soyons honnêtes, c'est rare qu'on ait une baguette magique et qui va faire en sorte qu'on permet à la personne d'être complètement guérie. Ça arrive parfois, on en est fort heureux, mais règle générale, ce que l'on fait, c'est de permettre à la personne de reprendre en main sa vie. Parce que souvent, la douleur devient tellement importante que tu as l'impression que tu as perdu complètement le contrôle sur ton existence. Donc, c'est de regagner un contrôle contre la douleur, d'améliorer la fonction, puis surtout d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Alors, c'est ça le rôle des cliniques de douleur. Malheureusement, on n'est pas suffisamment nombreux
en province, donc les délais d'attente sont longs. Pour pouvoir consulter en clinique de douleur, c'est le médecin qui doit faire la démarche. Or, un patient lui-même ne peut pas téléphoner pour obtenir un rendez-vous en clinique de douleur. Donc, c'est par son médecin que les démarches vont se faire. En conclusion, la douleur lombaire, il y a beaucoup de causes. Je vous en ai parlé de quelques-unes, mais il y en a plusieurs autres que j'aurais pu aussi vous décrire. Dans bien des cas, toutefois, ce qui est rassurant, c'est que la douleur va disparaître dans les premières semaines à laquelle ça survient. Au niveau investigation, il y a plusieurs tests qui pourront se faire. On en a parlé, je vous ai décrit un peu les indications, les situations pour lesquelles le médecin va vous les proposer. À présent, il ne faudra pas être surpris si le médecin décide d'attendre avant de procéder à des tests. Parce que comme on l'a pu le voir, il y a des situations où il y a des douleurs intenses, puis tous les tests vont revenir normaux. Puis il y a d'autres situations où, à l'inverse, un test peut montrer des anomalies importantes, mais ce n'est pas ça la cause de la douleur. Donc, il faudra se fier beaucoup au jugement du médecin dans les situations de si oui ou non on passe des examens. La clé du succès, là, si on a un problème de lombalgie, bien, il y a différents points. Un, c'est de s'établir des objectifs. Et puis, les objectifs d'une personne à l'autre, ils vont être très différents. Mais c'est important que la personne participe à l'élaboration de ces objectifs-là. Il va être important de demeurer actif pour réussir à garder une bonne souplesse au niveau musculaire, de ne pas que nos muscles fondent ni plus ni moins parce qu'ils deviennent inactifs. Les intervenants qui vont nous appuyer pour nous aider dans notre problème de douleur vont nous proposer différents types de traitements. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher différents types de traitements possibles, puis globalement pour améliorer la situation. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de demeurer actif, participer à son traitement, s'investir dans son traitement, puis pas se décourager. Parce que comme on le mentionnait, dans la plupart du temps, c'est des choses qui disparaissent quand même assez rapidement avec le temps. Je vous remercie beaucoup.